Christophe. Bonjour Pauline. On l'évoquait à l'instant avec Gulliver à Kiev. Cette guerre en Ukraine a de nombreuses conséquences économiques, bien sûr, pas seulement pour l'agriculture, mais pour l'économie européenne dans son ensemble. Et d'une certaine manière, cette guerre qui entrera samedi dans sa 3e année a changé le visage économique de l'Europe. Oui, rappelez-vous, d'abord, ça a accéléré l'inflation, la poussée inflationniste, d'abord, qui avait déjà commencé un petit peu avant, avec à la clé aussi des changements de politique monétaire, dont des conséquences très concrètes pour notre portefeuille à nous. Et donc, oui, des conséquences négatives, mais pas seulement négatives. Dès le début de cette invasion en Ukraine, vous le disiez, 2 ans jour pour jour samedi, eh bien, il est devenu clair pour les 27 qu'il fallait agir au niveau européen. Il y avait d'abord eu la crise du Covid-19 qui avait forcé l'Union européenne à se renforcer, notamment en achetant en commun des vaccins. Et là, dès le début, ce sont des sanctions qui sont d'abord décidées contre la Russie. Bruxelles est en passe d'adopter son 13e train de sanctions. Les ambassadeurs de l'Union européenne se sont mis d'accord hier sur les modalités. Seront visées notamment pour la première fois des entreprises tierces qui ont aidé la Russie, y compris pour la première fois des entreprises chinoises et indiennes. Ces sanctions, au total, elles visent ces 13 trains de sanctions, si on ajoute ce 13e qui doit être adopté d'ici samedi, eh bien, elle vise directement plus de 2000 personnes, des entreprises, mais aussi un certain nombre de secteurs économiques qui s'étalent des composants électroniques, en passant par les produits de pétrole raffiné jusqu'aux produits de luxe, les diamants notamment. Des entreprises européennes, elles, ont dû, pour beaucoup, se réorganiser, réfléchissant souvent pour celles qui avaient des filiales en Russie au maintien ou pas de ces filiales, selon une liste régulièrement mise à jour par l'université américaine de Yale. Plus de 1000 entreprises ont ainsi quitté la Russie depuis 2 ans, dont un certain nombre d'européennes. On peut citer parmi elles Renault, Société Générale, Carlsberg, Deutsche Bank, Danone également. Alors, pas toutes ont évidemment quitté la Russie. Un grand nombre sont restées. Parmi elles Auchan ou encore Lactalis, pour prendre des Françaises qui, elles, effectivement, n'ont pas cessé leur activité. Un autre changement au niveau de l'Union européenne concerne, Christophe, la politique, bien sûr, de défense. Oui, avant 2022, c'était quasiment un tabou de parler de défense et surtout de parler d'industrie de défense au niveau européen. Mais regardez ce qu'affirmait il y a quelques jours dans une interview au Financial Times la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle expliquait à propos d'équipements militaires qu'il fallait dépenser plus, dépenser mieux et acheter européen. Alors cela va donner lieu dans les prochains jours d'un vaste plan industriel que prépare le commissaire européen chargé du marché intérieur Thierry Breton, qui prévoit des mesures pour doper la production de munitions dans l'Union européenne, permettre aussi des achats en commun d'équipements militaires. Par ailleurs, la défense pourrait être érigée en secteur prioritaire lors du prochain cadre financier pour les années 2028-2034. Et pour la première fois, lors de la prochaine commission, après les élections du mois de juin, il pourrait y avoir un commissaire européen chargé de la défense. Et puis l'invasion de l'Ukraine rime aussi avec crise énergétique majeure en Europe. Nous, on parlait d'inflation, c'est un peu ce qui avait créé le début de cette crise inflationniste, l'énergie, des prix du gaz qui atteignaient des records juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'Europe s'est tout à coup aperçue à quel point elle était dépendante du gaz russe, en particulier un certain nombre de pays comme l'Allemagne. Et donc, il a fallu trouver des alternatives, et souvent dans l'urgence. On est passé en 2 ans de 45% de part d'importation de gaz russe en Europe à 15% à la fin de l'année dernière. Les 27 se sont d'abord tournés vers d'autres sources comme le GNL, le gaz naturel liquéfié, venu des États-Unis ou encore du Moyen-Orient. Mais surtout, il y a eu une prise de conscience qu'il fallait changer de politique, avoir une souveraineté énergétique, un nouveau mot à la mode, et en mettant une plateforme d'achat à destination des grands groupes européens, en investissement massivement aussi dans de nouvelles sources d'énergie plus propres. C'est le plan Repower EU, c'est aussi le Green Deal, c'est le développement de l'éolien, du solaire, du plan nucléaire en France, l'hydrogène vert avec des projets de pipeline entre l'Espagne et la France, le fameux Euromed. Cela a créé également des opportunités pour un certain nombre de startups qui imaginent l'énergie du futur. Par exemple, j'en prends une, EcoWave Power, qui se développe notamment au Portugal, dans le port de Porto, et qui va alimenter des foyers en électricité en servant du mouvement des vagues. Ça paraît logique, mais c'est nouveau. Donc, si on fait un peu le bilan de ce que je vous disais en matière
matière de politique de défense, en matière de politique d'énergie, en matière d'entreprise, eh bien, le visage économique de l'Europe, il a changé depuis 2 ans, en positif, en négatif, avec à la clé aussi un certain nombre d'hostilités. On voyait avec Gulliver Cragg des poussées eurosceptiques. On voyait avec les agriculteurs. On le verra aussi sûrement, malheureusement, lors des élections européennes du mois de juin prochain. Merci beaucoup Christophe. C'était l'Info Écho.